Je m'appelle Véronique Sermage, j'ai 46 ans et je suis développeur Java chez WinePoint depuis février 2019. Alors, on devrait avoir voilà, le titre. Comme il l'indique, j'ai un trouble du spectre autistique, sans déficience intellectuelle. Je préfère vous le dire au cas où certains d'entre vous auraient des doutes dans les 45 prochaines minutes. On ne sait jamais. Et donc, il s'est mis en veille. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Alors, on va revenir quelques instants sur ce titre. D'officier de l'armée de terre à développeur, retour d'expérience d'une autiste en quête d'inclusion. Alors, comme ça, à brûle-pourpoint, on peut se dire que je vais parler de moi, et juste de moi. Franchement, vous y gagneriez. J'ai une vie trépidante. 46 ans de maladresse sociale, d'incompréhension orale, il y a de quoi faire. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler autisme et inclusion. 2 points essentiels pour commencer. Je vous partage mon expérience par un bout de la lorgnette, celui de l'inclusion. Donc, s'il vous plaît, n'en concluez pas que tel ou tel métier est plus ou moins adapté à un autiste. C'est quelque chose de très personnel. Le deuxième point qui est cher à mon cœur, c'est que je ne crois pas en l'inclusion forcée. Si vous vous sentez contraint, obligé, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ce soit naturel pour tout le monde, que vous vous sentiez libre d'être vous-même, au même titre qu'on devrait l'être nous-mêmes. Et je pense que pour ça, il faut qu'on apprenne à se connaître. Alors ça tombe plutôt pas trop mal, parce que les TSA passent leur vie à essayer de comprendre les neurotypiques. Je ne vous demande pas de faire la même chose. Soyons clairs, j'ai déjà du mal à rester seule avec moi-même pendant 24 heures, je m'épuise. Mais 45 minutes, je pense que ça peut le faire. On va donc s'appuyer sur mon expérience personnelle pour essayer de comprendre ce qui peut fonctionner pour permettre l'inclusion des TSA en entreprise. Je vous propose de commencer en essayant de comprendre ce qu'est l'autisme. Déjà, pour commencer, c'est plus de l'autisme. On parle aujourd'hui de troubles du spectre autistique. Alors, on va faire un petit historique rapide comme ça. La première description, avec des caractéristiques proches de la définition actuelle, date du début des années 40, avec les psychiatres Léo Kanner et Hans Asperger. Les caractéristiques évoquées à l'époque sont les difficultés dans le développement des relations. Ils estiment que les autistes interagissent mieux avec des objets qu'avec des êtres humains. Merci. Et ils parlent également de faiblesse du contact visuel. Il faut savoir que Kanner et Asperger n'ont jamais bossé ensemble, mais ils ont sorti des définitions qui sont assez proches. Celle de Asperger va être un tout petit peu plus positive, parce que lui, il va parler d'enfants intelligents avec une manière originale de résoudre les problèmes. Et il va parler d'intérêt spécifique. Dans un premier temps, c'est la définition de Kanner qui a retenu l'attention, et il faudra attendre le début des années 80 pour qu'aux États-Unis, on commence à s'intéresser à celle de Asperger, et le début des années 90 pour qu'elle soit officialisée. On va alors parler de syndrome d'Asperger. Avec lui, on introduit l'idée d'autistes qui sont capables de s'exprimer et qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Dans l'imaginaire actuel, les personnes qui ont un syndrome d'Asperger sont des gens super intelligents. Genre, on va évoquer Steve Jobs, Elon Musk. On se dit que forcément Einstein devait l'être. Des pointures, quoi. Et puis il y a moi. Ouais, je vous sens déçu, là. Mais d'un autre côté, c'est normal et je vous comprends, mais c'est parce qu'on vous ment, en fait. Depuis le départ, la définition du syndrome d'Asperger indiquait juste l'absence de déficience intellectuelle, pas une intelligence hors norme. Même si on est d'accord, il y a des cas. En 2013, le DSM-5, ça, c'est la Bible de la psychiatrie.
le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, s'il vous plaît. Lui, il abandonne toutes les catégories qui existaient, donc le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, l'autisme infantile qu'on appelle aussi autisme de Kanner, et il va les regrouper sous une seule catégorie, les troubles du spectre autistique. Et c'est cette définition qui est retenue aujourd'hui. Alors ok, on a dit au revoir à l'autisme, on dit bonjour aux troubles du spectre autistique, donc TSA pour les intimes. Une seule catégorie pour une multitude de cas. Ça va être facile, ça encore, cette histoire. Et en vrai, ouais, ça l'est. Parce que finalement, le TSA, c'est jamais qu'une diade. 2 éléments. Le premier concerne les déficits de la communication et des interactions sociales. Avec lui, on va avoir 3 symptômes. Les déficits de réciprocité sociale et émotionnelle, les déficits de comportement non verbaux et le déficit du développement et du maintien de la compréhension des relations sociales. Le deuxième élément concerne le caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts, avec 4 symptômes. Les gestes stéréotypés, la réticence au changement, des activités et des intérêts restreints et anormaux dans leur intensité, et enfin une hyper- ou une hyposensibilité. Pour poser le diagnostic, vous devez avoir les 3 symptômes des déficits de la communication et au moins 2 sur les 4 du caractère restreint. Alors bien sûr, on va y associer un degré de sévérité. Le niveau 1, c'est le plus léger, le niveau 3, le plus lourd. Si avant, vous étiez diagnostiqué d'un syndrome d'Asperger, aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans la catégorie des TSA de niveau 1, donc léger, sans déficience intellectuelle. Si vous aviez un autisme infantile, un autisme de Kanner, vous allez plutôt être dans la catégorie des TSA de niveau 3, donc niveau lourd, en général avec déficience intellectuelle. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, à partir de maintenant, je vais employer les termes autisme et TSA assez indifféremment. En vrai, même si vous y voyez un inconvénient, je vais le faire. Parce que je n'ai pas une capacité d'adaptation folichonne, et donc je ne vais pas changer les choses là maintenant tout de suite. Désolée. Un autre critère de diagnostic super important, c'est que ces symptômes doivent apparaître dans la plus tendre enfance. Vous ne devenez pas autiste à 40 ans. Et pourtant, j'ai été diagnostiqué à 39 ans. D'un autre côté, ce n'est pas 40. Et en fait, beaucoup d'adultes le sont encore aujourd'hui d'un TSA léger à un âge assez tardif. Un de mes amis a été diagnostiqué à plus de 50 ans. Le mec a littéralement passé plus de la moitié de sa vie avec un trouble qui le handicape au quotidien, sans savoir ce que c'était. Vous imaginez l'enfer? Ouais. Alors, je vous précise ça parce que ça a son importance. On a fait l'historique et je vous ai dit que le syndrome d'Asperger avait été officialisé au début des années 90. C'était en 1994 précisément. J'avais 16 ans. Alors, le temps que ça fasse son chemin en France, que les médecins soient formés à la détection de ce trouble, si on fait un petit calcul rapide comme ça, 94, on prend en compte l'inertie française, on se retrouve en 2080. Et franchement, je déconne à peine. Aujourd'hui encore, vous avez beaucoup de médecins qui ignorent tout du TSA léger. Donc, imaginez qu'en 1994, un médecin se soit dit « Oh là 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 là, c'est clair, Véronique, elle a un syndrome d'Asperger, on va l'aider. » C'est complètement utopique. Ça veut dire aussi que potentiellement, autour de vous, vous avez des collègues, des proches qui ont un TSA et qui l'ignorent. Si vous êtes une femme, vous ajoutez de la difficulté. Il commence à y avoir du level, là. On a beaucoup de mal à diagnostiquer les femmes. D'abord parce qu'elles camouflent mieux leurs difficultés, et ensuite parce que les caractéristiques du TSA ont été faites sur des descriptions
de personnes de sexe masculin. Donc les critères ne sont pas les mêmes pour les femmes. Pas de bol. Donc on va en général leur diagnostiquer les troubles annexes avant le TSA lui-même. Parce que oui, il y a des comorbidités sympas. La dépression, l'anxiété, l'épilepsie et plein d'autres trucs comme ça. C'est méga cool. Alors, je ne vous dis pas ça pour que tout le monde aille se faire diagnostiquer demain, hein. Ni pour se faire plaindre, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est juste pour prendre conscience que derrière un TSA diagnostiqué, il y a un parcours du combattant. Et puis, rappelez-vous quand même qu'on a dit que le TSA, il était là depuis les plus tendres années. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été diagnostiqué qu'il ne vous handicape pas au quotidien. J'ai été diagnostiqué à 39 ans, et pourtant, je vous assure que mon TSA a guidé mes choix de carrière et d'études depuis le départ. Les autistes sont assez rigoureux. Ils s'attachent en général plus aux détails qu'à la vision globale des choses. La réticence au changement fait qu'ils ont des difficultés d'adaptation, et pour contourner ces difficultés, ils vont mettre en place des rituels. Les gens ont donc tendance à les trouver psychorigides. Alors, qu'est-ce qui, avec cette description, pouvait bien matcher comme type d'étude ? Moi, ça m'a amené à faire du droit. Je veux dire, on ne peut pas faire plus psychorigide qu'un juriste. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est de la loi. Si ça, ce n'est pas un appel à la psychorigidité, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai fait du droit. Personne ne pouvait m'en dissuader. Le problème avec les études, c'est que ça a une fin. Enfin, selon mes parents en tout cas. Il y a un moment, ils m'ont dit « Dis donc Véro, t'es la dernière de nos 5 enfants à la maison, il serait temps d'aller bosser. » Gna, 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 gna. Ok. Donc t'es là, tu te retrouves tout seul avec toi-même et tu te dis quelle carrière? De quoi ai-je besoin? D'un cadre strict pour commencer. D'un boulot qui ne va pas à l'encontre de mes valeurs, parce que c'est un point clé, les autistes sont ultra loyaux. Et enfin, d'un environnement un peu sécuritaire pour une première expérience professionnelle, ça serait mieux. Ok. Centre de recrutement de l'armée de terre, bonjour. Alors, je sors de fac de droit. De toute évidence, je ne suis pas une sportive de haut niveau. Qu'irais-je faire dans l'armée de terre, me direz-vous? Eh bien, c'est pas compliqué. Il existe ce que l'on appelle des officiers sous contrat spécialistes. En gros, vous êtes recruté pour une période de 5 ans pour exercer un boulot de spécialiste, que ce soit dans la communication, l'informatique ou le droit. Et donc moi, je me suis retrouvée à Verdun, ça ne s'invente pas, dans un régiment de cavalerie en tant qu'officier juriste. On va faire un petit sondage à main levée là. Qui ici pense que l'environnement militaire est un environnement idéal pour une personne autiste? Ok. Bon, alors, honnêtement, je n'ai pas une réponse absolue à cette question, c'est évident, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était un environnement tout à fait adapté à mes besoins, à mon autisme, dont j'ignorais tout à l'époque. Donc oui, l'analyse est faite a posteriori. Qu'est-ce qu'on peut prendre dans cette expérience et qui serait bénéfique dans nos entreprises aujourd'hui? Les rituels, pour commencer. Je veux dire, tout est organisé quand vous êtes militaire. Vous vous levez le matin, vous ne vous posez pas la question, vous attrapez votre uniforme. Vous arrivez au régiment, rassemblement escadron, toujours le même déroulé, pas de surprise. Bon, après, il y a café, on ne va pas se leurrer, séance de sport, bien entendu, et matinée de boulot. Pour le déjeuner, direction le mess, avec des éléments récurrents. Et ça, c'est un point clé parce que beaucoup d'autistes souffrent de troubles alimentaires. L'hypersensibilité dont on a parlé fait qu'on peut avoir du mal à gérer certaines textures, certaines odeurs, et donc on va avoir du mal avec pas mal d'aliments. Vous ajoutez à ça notre réticence au changement, et vous comprendrez que le fait qu'on sache tous les midis où déjeuner, et qu'on retrouve globalement des entrées, des desserts, des plats qui sont un peu toujours les mêmes, c'est ultra rassurant.
Et puis alors, vous pouvez partir en déplacement. Il y a des basiques dans l'armée, et ça fait plaisir. Hein. Bon, bah, vous avez bien déjeuné, donc recafé, of course. Après-midi de travail, et rassemblement escadron de fin de journée, et Finex. Enfin, fin de l'exercice. Vous remballez vos affaires et vous rentrez chez vous, en gros. Donc, des journées et des semaines de travail réglées comme du papier à musique. Je pense vraiment que ça m'a permis de retarder le moment fatidique où on s'est dit qu'il y avait un problème avec moi. Si tout est prévu, les petits imprévus de la journée se gèrent 100 fois mieux. Mais si tous les matins, vous vous posez la question de savoir à quelle heure va arriver votre collègue de travail, et s'il n'est pas en télétravail d'ailleurs, que vous partez à la recherche de votre poste de travail, merci le flex office, vous perdez un maximum d'énergie dans de l'organisation. Et c'est de l'énergie qu'on ne mettra pas au boulot. Il y a un autre élément que je voudrais voir dans toutes les entreprises, et l'armée est exemplaire sur ce point, les codes sociaux. Les autistes n'ont pas instinctivement les codes sociaux. C'est un travail de longue haleine pour les acquérir, et une fois que c'est à peu près fait, vous vous pointez dans toutes ces nouvelles entreprises de la tech, là, vous savez, et là, plus de codes sociaux. Je veux dire, le vouvoiement part à la poubelle, monsieur, madame, n'y comptez même pas, ton chef est ton collègue, mais ton collègue n'est pas ton chef. L'enfer pour un TSA. Alors qu'à l'armée, tout est écrit, genre vraiment noir sur blanc. La façon dont vous allez saluer votre supérieur ou votre subalterne, la façon de répondre au téléphone, de répondre aux mails, jusqu'à la manière dont vous allez vous présenter en rentrant dans le bureau de votre supérieur. Tout est codifié. Je ne me suis jamais autant sentie à l'aise qu'à cette époque. Il y a même un moment où j'ai cru que j'étais sociable, dites donc. C'est vous dire. Parce que c'est bien de vouloir de casser un peu les codes, et c'est normal de les faire évoluer. Mais pour nous, autistes, c'est ultra compliqué. Nos difficultés dans les interactions sociales font qu'on ne sait même pas comment saluer le boulanger quand on va acheter notre pain le matin. Et puis alors, je peux vous assurer qu'on a conscience de cette difficulté. Donc en plus, on angoisse à l'idée de ne pas avoir fait les choses correctement. Vous ajoutez à ça le fait qu'on ne capte rien à la communication non verbale, encore moins au second degré, et vous comprendrez que la réponse du boulanger, elle nous passe à 10 000 lieues au-dessus du crâne. Donc, quand on me dit, ici, tout le monde se tutoie et s'appelle par son prénom, on casse les codes, ok, mais pour moi, on casse tous les codes. Et comme on n'en reconstruit pas derrière, on n'a plus de vrais codes sociaux accessibles. Si je tutoie mon patron, est-ce que je dois passer sur un registre familier avec lui? Est-ce que je dois l'inviter à boire un café ou à déjeuner comme je le ferais avec n'importe quel autre de mes collègues? Le fait de casser ostensiblement un code, genre le vouvoiement, ne me dit pas ce que l'on doit faire de tout le reste. Et moi, je suis paumée. Ça fait 5 ans que je vouvoie mon patron. J'ai réussi à l'appeler par son prénom au bout de 4, mais je l'évite encore parce que j'ai toujours pas compris comment m'adresser à lui. Pitié, rendez-moi mon chef de corps. Donc si on résume, pour faciliter l'inclusion des TSA en entreprise, on peut prendre à l'armée ses codes sociaux clairs et son organisation journalière, son organisation militaire. 2 éléments qui rassurent. À l'issue de mon contrat de 5 ans, je suis reparti dans le civil. J'ai rejoint une société de service à la personne en tant que juriste d'entreprise. Enfin, c'était ce qui était inscrit sur l'annonce. C'était mon boulot au quotidien. Ce n'était pas ce qui était inscrit sur mon contrat de travail. Alors, c'est pas grave, on n'est pas là pour juger de ça, mais c'est un point clé. Les autistes ont énormément de mal à gérer leur propre sécurité. Vous nous dites, tu es juriste d'entreprise, mais on l'inscrira sur ton contrat plus tard, on vous croit. Je veux dire, si on n'arrive pas à décrypter les sous-entendus, pour nous, il n'y a pas de mauvaises intentions.
Et donc, on est particulièrement vulnérable dans le monde cruel de l'entreprise. On recommence pour un sondage là. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, autiste? Juriste, pardon, pour un autiste. Non, ok. Pour mon cas personnel, ce serait à refaire, je ne le referai pas. Alors pourquoi? Déjà, il faut se rappeler que j'arrivais d'un environnement tout à fait particulier. Entre l'environnement militaire et mon environnement familial, il n'y avait pas une grande différence. Alors ok, on s'entend, je ne me lève pas le matin en saluant mes parents, je ne les appelle pas par un grade, mais vous voyez le genre. Le référentiel était le même, et donc on n'a pas forcément vu l'impact de mon TSA au quotidien. En arrivant dans un environnement qui n'a plus rien à voir, ma différence va clairement se faire sentir. Et là, c'est le début des gros doutes. J'ai su toute ma vie qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez moi, mais je vivais avec. Là, je vais me le prendre en pleine face. J'ai passé 5 ans dans l'armée, je vais passer 10 ans à ce poste de juriste, et je vais le payer très cher. On l'a dit, les autistes sont rigoureux. Bon, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on attend d'un juriste. En revanche, ce n'est pas forcément le cas de vos collègues et supérieurs. Le point négatif que je retiens de cette expérience, ce sont d'abord les compromis. Alors oui, avec le recul, j'ai bien conscience que, effectivement, c'était évident que j'allais devoir en faire. Mais j'ai le côté naïf de l'autiste. Moi, je suis du genre à débarquer et dire « la loi, c'est moi ». Le problème, c'est que les juristes jouent avec la loi, et moi, j'aime les règles. Je leur trouve une vraie esthétique, et elles me rassurent. Donc là, il y avait un petit problème. Déjà, ça a commencé. Un autiste qui sait qu'il doit traverser un passage pour piétons, il va avoir énormément de mal à ne pas le faire. Vous lui donnez une règle, il va la suivre. Donc c'est aussi un gros point de vigilance pour vous. Si vous affirmez que la règle est, par exemple, de demander systématiquement au client avant de faire le moindre changement, et que pour une raison ou pour une autre, dans l'urgence d'une livraison en prod, par exemple, vous demandez à votre collègue autiste de passer outre, vous créez une situation ultra anxiogène pour lui. Un autre point dont j'ai pris conscience à l'époque, c'est ma réticence au changement, même au plus petit. Le changement, ça demande de l'adaptation, et l'adaptation, on l'a dit, c'est pas facile pour les autistes. Ça peut s'expliquer très facilement. Le cerveau d'un autiste ne fonctionne pas comme celui d'un neurotypique. Le cerveau d'un neurotypique passe son temps à traiter et à trier de l'information totalement inconsciemment. Si vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un, votre cerveau va se concentrer sur la voix de votre interlocuteur et il va mettre de côté tous les stimuli qui ne sont pas liés, genre un bruit de ventilation. Ce n'est pas le cas pour les autistes. Pour nous, tous les stimuli sont au même niveau de priorité. On ne traite pas et on ne trie pas automatiquement les informations. Ça veut dire que la voix de mon interlocuteur a autant d'importance pour mon cerveau que le bruit d'une ventilation ou que des lumières. Donc, je dois me concentrer pour ne pas perdre le focus sur la voix de mon interlocuteur et en plus essayer de comprendre ce qu'il est en train de me raconter. Alors, compte tenu de ce mode de fonctionnement, un autiste est très attaché aux détails. Et la difficulté que va engendrer le changement va dépendre de l'autiste, parce qu'on a autant de symptômes que d'autistes, donc ça peut être très compliqué pour certains et moins pour d'autres. Moi, j'ai pris conscience de cette difficulté le jour où j'ai littéralement pété un câble, parce que mon employeur m'a demandé d'aller déposer des chèques à l'heure du déjeuner à la banque. Alors, petite mise en situation, j'habitais Verdun, dans une rue piétonne du centre-ville. Verdun, c'est une petite ville, donc c'était une petite rue. Je n'avais qu'à déposer la lettre, enfin les chèques, dans la boîte aux lettres. La banque était littéralement en face de mon immeuble, donc le détour était max de 20 secondes. Donc personne ne verrait un inconvénient à faire ça.
Et de fait, quand on me l'a demandé la première fois, j'ai dit OK, pas de problème. Mais il y avait une petite angoisse. Et puis les fois suivantes, l'angoisse augmentait, et donc j'ai fini par essayer de demander à ce que ce soit fait sur des jours fixes, pour éviter l'imprévu. Mais mon employeur n'avait aucune raison d'imaginer que les demandes de dernière minute pouvaient me poser un problème. Il ignorait, tout comme moi d'ailleurs, que j'étais autiste. Alors je n'ai jamais réussi à obtenir que ce soit fait sur des jours fixes, et ce simple détour d'à peine 20 secondes était complètement insurmontable pour moi. Et j'ai fini par craquer. J'ai pété une pile, je me suis engueulé avec mon boss, personne n'a compris. Et moi, je me suis sentie trahie pour une simple question de chèque à déposer dans une boîte aux lettres. Ces petites choses, ces petits changements qui peuvent paraître totalement anodins pour vous, ne le sont pas pour nous. En fait, imaginez un autiste hypersensible. Vous lui changez sa chaise de bureau. Vous pouvez reprendre le même modèle. L'assise ne sera pas exactement la même. Le tissu non plus, il sera peut-être un peu moins usé. Et donc, il va lui falloir un temps d'adaptation de folie pour cette simple chaise de bureau. Ça veut dire que si jamais vous prévoyez des changements dans votre équipe et que vous avez un collègue autiste, ça peut être bien de prévoir le temps d'adaptation qui va avec. Ça évitera une accumulation de fatigue complètement inutile. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de nos difficultés et donc des efforts qu'on produit pour les compenser. Ce sont sur des choses aussi indispensables du quotidien que la communication. Si les codes sociaux ne sont pas naturels chez nous, la communication non plus, parce qu'au final, ça en fait partie. Et c'est un des points qu'on m'a également pas mal reproché à l'époque. Et je peux vous assurer que c'est dur à entendre quand au quotidien, on fait vraiment des efforts, en vain de toute évidence. Pour certains, j'avais un ton un peu trop rude, un peu trop ferme, pas toujours adapté. Pour d'autres, je ne disais pas bonjour suffisamment fort le matin. Véridique. Alors, il y a un moment où j'ai quand même dit vous êtes gentil, mais je fais des efforts, vraiment. Donc, ça serait bien d'être un peu plus bienveillant. Comme c'est à cette époque qu'on a commencé à se dire que j'avais des traits autistiques assez marqués, j'ai essayé d'expliquer ça, mais ça n'a pas forcément été entendu de tout le monde, voire de personne. Il faut garder à l'esprit que des efforts, on en fait parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Ça fait partie du packaging handicap. La société nous impose de les faire, que ce soit pour les autistes ou pour n'importe quel autre handicap. Donc, quand on vient nous dire qu'on n'en fait pas assez, ça nous agace. Et je pèse mes mots. Il faut se rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement ignorer que votre collègue l'est, et vous ignorez alors tous les efforts qu'il fait au quotidien, et vous pouvez penser qu'il n'en fait pas. Et ça, c'est toute la complexité du handicap invisible. Parce que pour qu'il redevienne visible, il faut en parler. Mais pour en parler, il faut qu'en face, on nous entende. Or, aujourd'hui, on a encore beaucoup trop d'entreprises qui ne savent pas ou ne veulent pas gérer des personnes autistes. Alors, c'est parfois juste de la méconnaissance et c'est parfois juste de la malveillance. Soyons clairs. Alors, imaginez une personne autiste qui a essayé d'expliquer ses difficultés dans une entreprise et où ça s'est super mal passé. Que pensez-vous qu'il va se passer dans la prochaine? Ouais, chat échaudé, craint l'eau froide. Alors, je suis d'accord sur le fait que personne n'est à l'abri d'une mauvaise expérience dans une entreprise. On est d'accord, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est que c'est nettement plus fréquent pour les personnes en situation de handicap. Ce qu'on retient de cette expérience, c'est donc que les compromis et les changements, c'est compliqué à gérer. Ça va demander beaucoup d'adaptation, et je le dis, je le répète, c'est quelque chose de pas facile pour les personnes autistes. On retient aussi que les personnes handicapées font des efforts au quotidien aussi invisibles que leur handicap. Et que parfois, un peu de bienveillance dans tout ça aide à améliorer le monde, en gros.
Ça veut dire aussi que si vous avez une réunion super importante où votre collègue autiste il doit être à son top, bah, la mettez pas à 18 h. Je veux dire, il a toute la journée dans les pattes. Hein. Et puis, la mettez pas un vendredi non plus. C'est des petits trucs, mais ça change le monde, ça. Est-ce qu'il m'a fallu 10 ans pour en arriver à cette conclusion que ce boulot n'était pas fait pour moi? Non. Il m'a fallu 6 mois pour comprendre que ça allait être compliqué dans cette entreprise, 1 an pour me dire que vraiment il fallait que je change de boulot, 9 pour faire un burn-out. Bah ouais, j'arrête pas de vous le dire. Le changement, c'est compliqué. J'ai donc jamais réussi à prendre la décision de partir. À votre avis, le burn-out, c'est une bonne situation, ça, pour un autiste? Non, je déconne. En vrai, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose d'ultra fréquent, à un tel point que certains appellent ça le burn-out autistique. Ça veut tout dire. La raison est simple, on a parlé de tous les efforts que l'on fait au quotidien pour s'intégrer, pour s'adapter dans la société. Eh bien, tous ces efforts, ce que nous, autistes, on appelle le camouflage, ça a un coût énergétique énorme. Donc à l'époque, quitte à être mal en crevé, je me suis dit, vas-y, go, lance-toi dans un processus de diagnostic. Qui ici pense qu'un processus de diagnostic adulte prend moins d'1 an? Ok? Entre 1 et 2 ans. Plus? Ouais, ok. Ça prend 2 ans. Non, je déconne. C'est beaucoup plus long que ça. Entre le moment où vous déposez votre dossier au centre ressources autisme et le moment où vous êtes convoqué pour les tests, on est d'accord, la moyenne pour un adulte est à 2 ans. Le problème, c'est que pour déposer votre dossier, vous devez avoir un courrier de votre médecin. On l'a dit, ils ne sont pas super bien formés. Donc bon courage pour en obtenir un. Et puis une fois que vous avez passé les tests, il faut rédiger un compte-rendu. Bon ben voilà, moi ça m'a pris 5 ans. J'ai vu un premier psychiatre dans le cadre de mon burn-out qui m'a dit « Je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez de forts traits autistiques. » Donc il m'a envoyé vers une spécialiste. J'avais eu rendez-vous 1 an plus tard, hein, spécialiste oblige. Elle m'a dit « Il n'y a aucun doute, vous êtes autiste. Donc maintenant vous avez 2 solutions. Soit vous vivez toute votre vie avec cette simple affirmation, soit vous lancez un processus de diagnostic et ça vous prendra en gros 2 ans. » Bon, ça m'en a pris 3, plus 1 pour avoir le compte-rendu officiel. Et puis, une fois que vous avez le diagnostic, les choses ne s'arrangent pas forcément. Je veux dire, moi j'avais fait un burn-out, ce burn-out m'a amené à faire une reconversion. J'ai compris que le droit, j'adorais l'étudier, j'aimais beaucoup moins l'appliquer. Et qui dit reconversion dit entretien d'embauche. Là, des spécialistes de l'accompagnement de personnes handicapées au travail m'ont fortement déconseillé d'indiquer ma RQTH sur mon CV et de mentionner mon handicap lors des entretiens d'embauche. On en est là. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, il y a un peu plus de 5 ans. Alors, il se trouve que moi, je suis têtue comme une mule. J'avais l'expérience pour moi. Je savais une chose, c'est que si une entreprise ne voulait pas de moi à cause de mon TSA, je préférais le savoir avant de la rejoindre, vu ma capacité à quitter rapidement une entreprise, ça valait mieux. Donc, j'ai mentionné ma reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur mon CV. Je me suis pointé aux entretiens d'embauche. Je me suis donné à fond, hein, comme n'importe qui ici le ferait. Et à la fin, lors de la fameuse question du genre « Vous avez autre chose à ajouter ?» Moi, je leur balançais avec un grand sourire « Ah oui, au fait !» Sachez que si vous me recrutez, vous recrutez une personne autiste. La personne m'a vu fonctionner pendant tout l'entretien. Certains trouvaient mon profil génial. Beaucoup se sont ravisés à l'annonce du handicap. Alors, je n'en veux pas, hein, je ne sais même pas si je me recruterais si j'en avais l'occasion, mais au moins, on est fixé. Je veux dire, on n'a pas à faire semblant de s'aimer l'un et l'autre. Ils ne savent pas gérer une personne autiste, ça tombe bien, moi je ne sais pas gérer ce genre d'employeur. Fin du problème. Jusqu'au jour où j'ai eu un entretien avec OnePoint. Et eux, ils m'ont dit, ça tombe bien, pour nous, ce n'est pas un handicap. Alors c'était en 2019, donc, et on a fait pas mal de chemin ensemble depuis. Un point quand même,
Bah si, c'est un handicap en fait. Et au quotidien, dans mon boulot, ça se ressent. Mais eux, au moins, ils sont à l'écoute. Les 15 ans d'expérience dont je vous ai parlé jusqu'à aujourd'hui m'ont amené ici aujourd'hui à vous affirmer que l'inclusion chez WinePoint est une réalité. On a une référente handicap au top, des RH qui sont à l'écoute, qui valorisent les efforts que l'on peut faire au quotidien. Alors, je ne suis pas en train de vous faire une campagne de recrutement, hein, pas du tout. Mais on a un stand, vous pouvez venir nous voir. Mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Des entreprises bienveillantes, ça existe vraiment. La seule question qui se pose, c'est pourquoi il n'y en a pas plus. Alors, comment on a géré ça? Déjà, j'ai retenu les leçons du passé. Et aujourd'hui, je dis et je répète à l'envi que je suis autiste. Alors, je le dis souvent, ce n'est pas du militantisme autistique, ça n'existe pas. Mais en revanche, en disant les choses, je brise un tabou. J'alerte les gens sur le fait que je ne fonctionne pas comme eux, et comme ça, pas de mauvaise surprise. Ils savent que je fais des efforts, et moi, je peux parfois lever un peu le pied sur le camouflage quand je commence à m'épuiser. Et puis le fait d'en parler, ça permet aux gens de poser des questions. Et moi, ça me permet de les sensibiliser. Coup double. Donc les choses étaient très claires pour mon équipe dès le départ. On a expliqué, j'ai répondu aux questions. Le problème avec le handicap invisible, c'est que les gens ont tendance à oublier. Et c'est ce qui s'est passé. Ils avaient pas mal oublié. Et puis il y a eu une alarme incendie, et là j'ai fait une attaque de panique colossale. Bon, ils se sont vite souvenus. Ouais. Une attaque de panique lors d'une alarme incendie, pourquoi? On a parlé d'hypersensibilité au départ. Ça veut dire que certains autistes n'arrivent pas à gérer le bruit, par exemple. C'est mon cas. D'autres, ce sont les textures, les lumières. J'ai un ami qui ne peut pas rester plus de quelques minutes dans une pièce où il y a des néons. Impossible. Alors, cette hypersensibilité, pour nous, c'est un fardeau au quotidien, mais c'est aussi un super pouvoir. Parce que si on fatigue en moins d'une matinée dans un open space bruyant et lumineux, vous allez fatiguer aussi, mais moins rapidement. En fait, on est un peu les compteurs Gégère des stimuli. On vous alerte avant que vous ne soyez en danger. Ça veut aussi dire que tout ce que les entreprises pourront mettre en œuvre pour limiter notre surexposition est en fait un investissement pour l'ensemble de ces salariés. Et ça, c'est un point clé. Il faut également savoir que ça peut être très compliqué pour un autiste de comprendre ce qui le gêne, ce qui le fatigue au quotidien. Vous pouvez très bien vous retrouver face à un autiste qui est incapable d'accomplir une simple tâche et ne peut pas vous dire pourquoi. Il peut complètement aussi ignorer que le bruit ou la lumière le fatigue. Alors, ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Hein. Je suis sûre qu'il adorerait vous expliquer ce qui ne va pas. Il en est juste incapable. Alors, ça nous amène naturellement à ce qu'on appelle les crises autistiques. Alors, ce n'est pas compliqué, il y en a 3. L'attaque de panique, un grand classique. Le meltdown, qu'on appelle aussi en français l'effondrement. Le shutdown, qu'on appelle en français le repli. Le meltdown, c'est le moment où l'autiste perd le contrôle suite à une surexposition. Ça peut être une crise assez impressionnante parce que l'autiste peut devenir violent avec lui-même. Le shutdown, c'est une réponse au stress. Là, le cerveau de l'autiste se met en sécurité et démerdez-vous avec ce qui vous reste. Ça peut aller de l'incapacité à prononcer le moindre mot, à entendre ce qu'on est en train de nous dire, jusqu'à l'incapacité de bouger. Oui. Si je prends mon cas, donc moi j'ai un problème avec le bruit, et pas que, j'ai plein de problèmes. Je suis assez simple à lire parce qu'en fait, il y a un point clé. Si je me mets à bégayer, c'est que c'est le début des emmerdes. Je veux dire, ça peut être une attaque de panique, un meltdown, un shutdown, ça commencera toujours comme ça. Alors, il est évident que jamais je ne demanderai à un de mes collègues de gérer une de mes crises. En revanche, ils en ont parfois été les témoins bien malgré eux.
Et ce que je trouve génial, c'est que certains aient osé venir me demander après comment gérer ça. Petite anecdote d'ailleurs. Lors du dernier Tour Tech, on était un certain nombre de speakers de chez WinePoint, et donc on a loué une maison tous ensemble. Avec 3 autres collègues, on est allé récupérer les clés, et la dame qui nous a fait visiter la maison ignorait complètement qu'il y avait une alarme, avec un temps de déclenchement étrangement long. Donc on était au fin fond du salon, quand l'alarme s'est déclenchée. Moi, alarme, crise. Alors je suis restée figée dans ma crise, et mon super collègue Jérôme Tama m'a agrippé par le bras, il m'a sorti de la maison, il m'a mis loin de l'alarme. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Mais en revanche, on a pas mal discuté de mon handicap tous les deux. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne sont jamais allés le voir en conférence, déjà c'est un tort, allez le voir, il est génial. Et il faut savoir qu'il est très second degré. Donc nos débuts de communication ont été particulièrement compliqués. Bon, comme il est assez ouvert et que moi j'arrive à parler de mon handicap, on a trouvé une façon de fonctionner ensemble, sans qu'on soit frustrés l'un ou l'autre. C'est une situation idéale. En vrai, ça devrait être normal. Alors, comme pour les 2 autres expériences, je vous aurais bien fait un petit topo pour vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas chez WinePoint, mais j'ai un peu peur de me faire virer. Non, je déconne. J'ai un peu de mal à faire un retour sur une expérience qui est en cours, en fait. J'aime bien analyser a posteriori. Mais on peut quand même se dire qu'une entreprise qui vous dit « Écoute, on ne sait pas, dis-nous de quoi tu as besoin », en fait, ça fait du bien. En 2021, l'association Autisme France avait évalué à plus de 80% le taux de chômage des personnes autistes. Plus de 80%. Fin de la blague. Le milieu professionnel n'est pas adapté pour les personnes autistes. En vrai, on doit faciliter l'inclusion des personnes autistes. On doit faciliter l'inclusion des personnes handicapées de façon générale. Alors oui, je me fiche de savoir s'il faut dire personne porteuse de handicap ou si c'est politiquement incorrect de dire autisme et pas TSA parce que ce sont des mots. Nous, ce qu'on veut, ce sont des actions. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ces 45 minutes, faites s'il vous plaît que ce soit que l'autisme est tout sauf ce qu'il semble être. On se camoufle, on met en place des stratégies pour vivre au milieu de vous, mais on n'est pas comme vous. Et puis alors, rien ne nous permettra jamais de l'être. On aura toujours des problèmes de communication, toujours des besoins de repères. En fait, on peut juste faire semblant. Quand on me demande ce qu'il y a de plus compliqué avec l'autisme au quotidien, ma réponse est simple, la fatigue. Alors c'est vrai pour l'autisme, mais c'est vrai pour beaucoup de handicaps. La fatigue, elle est liée aux symptômes du handicap d'abord, évidemment, mais aussi à tous ces efforts d'intégration, de camouflage que l'on fait au quotidien. Et l'inclusion, finalement, c'est juste nous permettre de vivre dans cette société sans dépenser une énergie de dingue. L'inclusion, ce n'est pas une chose ultra compliquée. Finalement, c'est jamais qu'une question d'ouverture. Apprenez à comprendre nos besoins. Alors, pas pour changer le monde à notre façon, hein. Même s'il y a un monde autiste, ça peut être assez sympa. Mais juste pour ne pas nous accabler et pour adapter à moindre coût votre comportement, notre environnement de travail, et nous permettre ainsi de participer à la vie de la société. Le fait que vous soyez venu m'écouter aujourd'hui, vous raconter ma super expérience, tente à démontrer que des gens s'intéressent, et ça c'est cool, merci. Mais j'en veux plus. Toujours plus. Le handicap, c'est un problème sociétal. On a donc besoin de vous pour changer les choses. On ne peut pas le faire tout seul. C'est impossible. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse et vous avoir donné envie d'en savoir un peu plus. Merci pour votre écoute.
Et je vais vous remettre une slide pour ceux qui font le jeu WinePoint quand même. Enfin, si j'arrive à rallumer mon ordinateur, quoi. Je ne sais pas s'il y avait le temps pour des questions. On a éventuellement le temps pour une question. Ah, bah, il n'y a plus le... Je voulais savoir quelle était la proportion de personnes autistes sur la population. Savoir s'il y a des statistiques qui ont été faites. Il y a des statistiques et la proportion est de, en gros, 1%. Alors, ce n'est pas énorme, ça fait quand même 7500 naissances par an. Hein. Oui, alors ça veut dire aussi qu'on passe de côté de tout l'effet de mode, mais on n'est pas nombreux, ça n'empêche qu'on existe, effectivement. Merci. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez descendre, discuter. Et si vous voulez le QR code WinePoint, vous pouvez venir me voir. Je vous le filerai, c'est pour gagner une plante, je crois. C'est un truc super sympa, quoi.